Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le projet de la nouvelle constitution censé instaurer un retour à l'ordre constitutionnel après le décès du maréchal du Tchad sera soumis à un référendum le 17 décembre 2023. Basé sur la constitution de 1996, ce projet, faut-il le rappeler, intègre les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Pour une meilleure compréhension de nos auditeurs et téléspectateurs du contenu de ce document, invité de la semaine de ce dimanche, je reçois Senoussi Hassana Abdoulaye, membre et rapporteur adjoint du comité ad hoc chargé de l'élaboration de l'avant-projet de cette constitution. Bonsoir et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci de m'accueillir chez vous. Vous êtes également le directeur général de l'ENA pour nos téléspectateurs. Oui, mais ce n'est pas à ce titre que je parle ce soir. Pour commencer cet entretien, messieurs les rapporteurs, pouvez-vous nous donner une définition simple et facile à retenir de ce que c'est une constitution? Bien, une constitution, c'est un ensemble de règles, de principes généraux qui vont gouverner un État. Et une constitution, c'est ce qui est appelé la loi fondamentale, qui, elle, va définir les institutions, les relations qui vont exister entre ces institutions, les droits et libertés des citoyens. Et une institution également a vocation à dire quelles sont les collectivités qui vont être mises en place. Les rapports entre ces collectivités et l'État central, ce sont des éléments fondamentaux qu'une constitution contient. En termes simples, c'est la loi ou la norme suprême à partir de laquelle découlent toutes les autres normes. Dans un État normal, c'est une constitution qui gouverne les institutions et qui gouverne le pays. Monsieur le rapporteur, vous venez là de donner une définition simple de la Constitution, mais si on vous demandait de présenter brièvement le sujet dont il est question ici, parlant de la nouvelle Constitution, quel serait votre résumé? Un résumé du projet de Constitution tel qu'il est présenté aujourd'hui et qui sera soumis très prochainement au référendum. Alors, c'est un texte qui découle, comme vous l'avez rappelé à juste titre, de la Constitution du 31 mars 1996 et qui s'est enrichi des évolutions récentes des textes à valeur constitutionnelle que notre pays a connus. Mais également, c'est un texte qui prend en compte toutes les bonnes pratiques constitutionnelles qui existent dans des pays similaires au Tchad ayant la même tradition juridique. C'est un texte donc qui comporte 291 articles, qui comporte 23 titres et qui, tout au long, parle d'abord du préambule et dans les principaux titres des sujets fondamentaux qui gèrent l'État. D'abord l'État lui-même et sa souveraineté, ensuite les droits et libertés qui sont contenus dans le projet de constitution, les différents pouvoirs du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire en passant par le pouvoir législatif et par la suite les rapports qui existent entre ces différents pouvoirs. Alors ce projet de constitution a la particularité, je le disais, de s'appuyer sur la Constitution de 1996. Mais il prend en compte toutes les pertinentes recommandations et résolutions du DENIS ayant une valeur constitutionnelle. Et beaucoup de choses ont changé et nous aurons le temps de revenir dans le cadre de cet entretien sur les principales innovations de ce projet de constitution. Et beaucoup de Tchadiens lambda demandent pourquoi une nouvelle constitution. Projet de constitution. C'est une bonne question, ils ont le droit de se poser cette question-là. Pourquoi? Plusieurs raisons à cela. D'abord, des éléments de contexte. Le Tchad, de 2023, après avoir passé par le DENIS, a suivi un long chemin plein de turbulences, plein de crises institutionnelles et politiques. Et les Tchadiens réconciliés dans le cadre du DENIS ont décidé ensemble de jeter les bases d'un nouvel État, d'une nouvelle société à travers la refondation du Tchad. Cette refondation doit se matérialiser quand même par un nouveau contrat social, un Tchad nouveau. Et le DENIS ensuite a suggéré un certain nombre de résolutions ayant une forte portée constitutionnelle qui obligerait, après la clôture du DENIS, à ce qu'une nouvelle constitution soit apprêtée. Cette nouvelle constitution, en fait, prend en compte l'évolution de la société, propose un nouveau contrat social, et puis le DENIS, comme il l'a suggéré, il fallait apprêter un nouveau texte à valeur constitutionnelle. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui en train de discuter d'un nouveau projet de constitution, en fait, qui représente ou qui reflète un nouveau contrat social.
Alors, comme annoncé à l'introduction par Diabo, vous avez participé à l'élaboration de ce projet de constitution. Pouvez-vous nous dire quel a été donc le processus suivi pour arriver là? Le processus suivi, il a été plus ou moins long, rigoureux et respectueux, encore une fois, en toute fidélité des recommandations et résolutions du DENIS. Le DENIS avait suggéré qu'un comité d'experts devait être mis en place après pour rédiger l'avant-projet de constitution. C'est ainsi que le mécanisme qui a été mis en place après le DENIS, qui est celui des 3 organes, le HCP, le CIS et le CTA, ont été chargés de mettre en place un comité d'experts. Un comité d'experts a été mis en place par décision du président du HCP, qui est par ailleurs le Premier ministre, et ce comité d'experts, présidé par le Dr David Oudengar, composé d'une vingtaine de juristes, a travaillé sur la base d'un certain nombre d'orientations basées uniquement sur les recommandations et résolutions du DENIS. Ce comité d'experts a préparé l'avant-projet, l'a transmis au gouvernement, qui ensuite a convoqué un conseil de ministres pour examiner et délibérer sur l'avant-projet. Une fois que le conseil des ministres l'a adopté, il a été transmis au Conseil national de transition, qui lui a discuté longtemps en mettant en place une commission spéciale, et le CNT, après de longs débats, a adopté, ou en tout cas a pris en compte le projet de constitution et considère que la procédure est conforme pour convoquer prochainement un référendum. Voilà la procédure qui a été suivie, une procédure rigoureuse, une procédure normale, une procédure tout à fait régulière telle que voulue par le DENIS. On parle assez souvent des innovations. Dites-nous quelles sont les innovations à relever dans ces projets de constitution. D'abord, au niveau du préambule, il a été demandé que ce préambule soit enrichi par les événements historiques que le Tchad a connus. D'abord, les éléments de l'histoire, donc l'histoire ancienne du Tchad, que le Tchad, bien avant d'être proclamé république, avait une histoire, celle des Sao, celle des royaumes, celle des chefferies. Cet élément a été pris en compte dans le préambule. Ensuite, depuis 1996, cela ne vous a pas échappé que le Tchad est devenu berceau de l'humanité. Et donc, il fallait prendre en compte cet élément essentiel de l'humanité, donc de l'histoire. Ensuite, au niveau du préambule, un certain nombre de valeurs fortes ont été insérées, notamment celles relatives à la bonne gouvernance, au vivre ensemble, et d'autres valeurs, effectivement, qui doivent conduire à l'amélioration de notre vie en société. Également, au niveau des titres premiers, il a été surtout précisé que le 11 août fait partie désormais donc, de la fête, donc est une date historique de l'indépendance du Tchad, les emblèmes, les attributs de l'État. Autre innovation au niveau des droits et libertés, de nouveaux droits ont été introduits, de nouvelles libertés aussi, notamment la question du droit d'opposition démocratique est un élément phare parmi les nouveaux droits, comparativement à la Constitution de 1996. Sous l'exécutif, nous passons d'un exécutif donc, qui était récemment un exécutif purement avec une présidence intégrale, à un exécutif bicéphale, où il y a finalement un Premier ministre, donc conformément aux résolutions du DENIS et sur la base de la Constitution de 1996. Les pouvoirs du président sont un peu plus encadrés, donc le pouvoir discrétionnaire en termes de nomination est de plus en plus encadré, en prenant en compte dans les nominations hautes fonctions civiles et militaires les critères d'équité et les critères de bonne répartition territoriale pour que toutes les composantes de notre société puissent trouver leur part. Au niveau du Parlement, ces pouvoirs sont un peu plus renforcés. Le Parlement maintenant peut, dans le contrôle de l'action publique, disposer de plus d'outils. Le pouvoir judiciaire est réorganisé, donc il respire mieux. Nous allons avoir un conseil constitutionnel, comme ce fut par le passé, une cour des comptes, une justice militaire. C'est aussi une innovation de ce projet de constitution. Mais surtout, l'indépendance du pouvoir judiciaire maintenant est de plus en plus assurée et garantie. Le président de la République n'est plus président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est plutôt le président de la Cour suprême. Au niveau maintenant des collectivités, nous avons des collectivités de plus en plus autonomes. Leurs compétences sont renforcées, les compétences exclusives et les compétences partagées. Et enfin, nous avons donc dans le projet de constitution des dispositions transitoires et finales qui prennent en compte la réalité de notre pays, la réalité politique actuelle. Voilà un peu quelques innovations phares qui peuvent être rappelées dans le cadre effectivement des innovations que nous pouvons retenir contenues dans le projet de constitution. Oui, mais quels sont les enjeux de ce projet de constitution? Les enjeux. Nous sommes en fait en réalité à la croisée des chemins. Le Tchad, comme je le disais, sort d'une longue période difficile.
Le DENIS jette les bases et ce projet de constitution contient les germes d'une démocratie plus ouverte. Et les Tchadiens, après avoir longtemps discuté, doivent maintenant être situés. D'abord, dans ce projet de constitution, un nouveau projet de société en quelque sorte est proposé. Un nouveau contrat social, une nouvelle forme de l'État, en tout cas une forme qu'il faut finalement retenir. Parce que ce débat sur la forme de l'État a trop longtemps duré. Il faut un moment donné le trancher aussi. Donc les enjeux sont ceux-là, la question sur la forme de l'État, le nouveau projet de société, le nouveau contrat social. Et les Tchadiens eux-mêmes doivent maintenant se projeter par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et est-ce que ce projet de constitution contient tous les espoirs, c'est que moi je pense, tous les espoirs d'une nouvelle société, d'un Tchad nouveau? Voilà les questions et les enjeux auxquels sont confrontés les Tchadiens. Et ceux qui sont en âge de voter vont pouvoir légitimement se prononcer à l'occasion du prochain référendum. Et quelle qu'en sera l'issue, le projet de constitution qui sera retenu par la majorité des Tchadiens qui va se mettre en place et qui sera notre nouvelle constitution. Quel apport du président de transition ou du gouvernement dans l'élaboration de cette nouvelle constitution? Je suis surpris que la question soit posée sous cet angle-là, mais dans tous les cas, comme vous me la posez, je vais essayer d'y répondre. Et le président de la République est garant du processus de transition. Après le DENIS, il a été noté que toutes les recommandations et résolutions devaient être exécutoires et que le garant de la bonne exécution de ces recommandations et décisions était le président de la République. En tant que tel, en tant que garant, il a dit, voilà, vous avez souhaité avoir une nouvelle constitution, mettez en place l'équipe qu'il vous faut, ce qui a été fait par le Premier ministre, et travaillez en toute indépendance. La seule instruction que nous avons eue, c'était de respecter les recommandations et résolutions du DENIS, qui sont d'ailleurs exécutoires, je le disais, à juste titre. Ensuite, il a laissé faire les choses tranquillement. Donc nous avons vraiment bénéficié de toute la confiance du gouvernement et du président de la République. Et nous en sommes vraiment honorés d'avoir pu faire notre travail en toute indépendance. Après que le comité ait terminé son travail, par la suite, le rôle du président de la République et celui du Premier ministre pour parler du gouvernement était simplement de convoquer le Conseil des ministres et de discuter. Cependant, il faut quand même noter que dans les discussions qui ont eu lieu au niveau du Conseil des ministres, le texte a quand même connu une certaine évolution positive. C'est-à-dire qu'il s'est enrichi des idées pertinentes et des contributions utiles des membres du gouvernement lors de ce Conseil. À part cela, il n'y a pas eu d'instruction, il n'y a pas eu d'orientation de la part du président de la République, encore moins du gouvernement, sur cette question d'élaboration de l'avant-projet. Parlant justement de ce projet de constitution, les fédéralistes se disent avoir été roulés dans la farine. Ils estiment que la question de la forme de l'État a été biaisée. Qu'en est-il exactement? En réalité, cela me fait sourire, mais dans tous les cas, je vais essayer d'y répondre. Les fédéralistes, comme toutes les composantes du DENIS, ont pris part aux assises du DENIS. Et pendant les travaux, vous en étiez témoin, moi j'étais présent. Les discussions ont porté sur tous les sujets de notre société. Et les fédéralistes ont quand même pris le soin d'insister sur la question de la forme de l'État. Et en tant que participant au DENIS, ce sujet a fait l'objet d'un sous-comité qui a discuté longtemps de ce sujet-là. Et donc, ils ont eu l'occasion, eux, en tant que participants, de poser le débat sur la forme de l'État. Et même les actuels membres du bloc fédéraliste étaient présents dans la salle. Ils ont pu développer et dérouler leur argumentaire. En face, il y avait des personnes qui étaient plutôt favorables pour l'État unitaire aussi. Et moi, je considère qu'ils ont quand même été entendus. Ils ont été entendus pourquoi? Parce que, à la fin, qu'est-ce qui a été retenu? Après de longs débats, il a été retenu que la question de la forme de l'État soit inscrite dans le prochain référendum. Moi, j'estime que les fédéralistes ont quand même obtenu gain de cause parce que, enfin, ce sujet est inscrit au référendum. Et le prochain référendum qui est organisé prend en compte à la fois la question fédérale, la question de la forme de l'État et également la question du projet de constitution qui est soumis pour appréciation de façon souveraine par le peuple. Donc les fédéralistes ont été entendus. Par la suite, après que le projet de constitution en cours ait été préparé, ils ont aussi eux-mêmes de leur côté élaboré un projet de constitution fédérale qui apparemment circule. Pendant le débat que nous allons avoir jusqu'au 17 décembre prochain, tous les points de vue, tous les arguments peuvent être exprimés. Et le président de la République
l'a dit plusieurs fois. Il faudrait que nous ayons un débat serein, un débat responsable, un débat éclairé. Chacun peut faire valoir ses opinions, ses arguments. Et nous sommes dans un état de droit, une démocratie, où la liberté d'expression existe. Tous les points de vue doivent et peuvent s'exprimer librement. Mais à la fin, le seul juge souverain, c'est le peuple. Et puisque nous aurons un référendum, le peuple dira si c'est la forme fédérale qui l'emporte ou si c'est la forme de l'État unitaire. Et après, les plus autorités l'ont dit, chaque fois que le peuple s'exprime, les autorités vont s'y soumettre et la volonté du peuple triomphera. Donc, je pense que durant le processus, ils ont eu le temps d'être impliqués. Je pense que là maintenant, puisque le débat est lancé, ils ont le temps d'exprimer tous leurs arguments. Et d'ici le référendum, ils peuvent continuer à faire campagne s'ils le souhaitent. Et après, la volonté du peuple nous dira quel est le meilleur choix pour notre pays. Ils ont voulu dès le départ qu'on pose les deux formes de l'État au référendum. La fédération et l'État unitaire. Oui, en fait, je voudrais rappeler à ce titre une recommandation qui est beaucoup plus claire que celle que vous évoquez. C'est celle retenue par le DENIS. Le DENIS, qui était comme une espèce d'assemblée constituante, avait dégagé des pistes pour l'élaboration de la nouvelle constitution. Parmi ces pistes, il y a une résolution principale. Elle dit organiser un référendum unique, un référendum couplé, où seront posées à la fois la question de la forme de l'État et de l'adoption du projet de constitution qui sera soumis au référendum. Qu'est-ce que cela signifie comme résolution? Cela signifie que quoi? Et à la fin, il est surtout dit que l'élaboration du projet de constitution doit être faite sur la base de la constitution de 96 réaménagée. Alors, quand vous lisez jusqu'au bout cette résolution, ça veut dire concrètement qu'il faut rédiger un avant-projet de constitution sur la base de la constitution de 96. La constitution de 96, pour ceux qui l'ont lu, parcouru et pratiqué, elle repose sur une architecture institutionnelle qui est plutôt du type État unitaire. Et puis, c'était compliqué, à partir de la Constitution de 96, de proposer deux constitutions. Si le comité ad hoc devait faire son travail en toute indépendance et fidélité, il n'avait que pour seule option de rester fidèle aux recommandations et résolutions du DENIS. Sur ce point, la recommandation du DENIS est tout à fait claire, rédiger un avant-projet sur la base de la Constitution de 96, qui, elle, avec l'ossature de l'État unitaire, propose des institutions qu'il faut maintenant enrichir et améliorer. Maintenant, sur le plan technique, un référendum, c'est un vote par un oui ou par un non. Il n'est pas dit que, tel que ce projet est proposé, c'est forcément l'État unitaire qui passera. Chacun aura, je le disais à juste titre, développé ses arguments. Et si c'est le non qui est majoritaire, nous allons passer à une constitution de type fédéral et un État fédéral. Si c'est le oui qui l'emporte, c'est l'État unitaire qui l'emporte. Le processus n'est pas biaisé. Il est conforme et fidèle à l'esprit des résolutions du DENIS, qui, elle, renvoie à avoir comme base et fondement la Constitution de 96. Les fédéralistes ont le droit de développer tous leurs arguments. Ils ont été entendus au dialogue, ils seront certainement présents dans le débat que nous allons avoir jusqu'au référendum, et chacun fera campagne. Et le peuple décidera de ce qu'il faut retenir comme forme de l'État. Oui, la présidence intégrale avec un président qui concentre tout le pouvoir est décriée par une catégorie de Tchadiens. Cette nouvelle constitution apporte-t-elle des corrections à ces dispositions? Oui. Concernant la présidence intégrale, aujourd'hui, le nouveau projet de constitution apporte beaucoup de corrections à ce niveau. D'abord, au niveau de la structure de l'exécutif. Avant, c'était un président de la République qui était à la fois chef du gouvernement. Là, nous revenons à la Constitution de 96 qui dit que l'exécutif, en fait, est bicéphale. Nous allons passer à un exécutif bicéphale avec un Premier ministre, chef du gouvernement et un président de la République. Aussi, les autres corrections qui sont apportées, c'est que le président de la République se dessaisit maintenant de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Ses pouvoirs en matière de nomination, ses pouvoirs discrétionnaires sont un peu plus limités parce qu'il doit prendre en compte davantage, donc je le disais, les critères d'équité, les critères de répartition territoriale, pour prendre en compte tous les fils et filles de la nation afin que chaque
membre de la société, ou en tout cas chaque composante, soit représentée dans les hautes fonctions civiles et militaires. Également, les pouvoirs ou les institutions sont réorganisés. Maintenant, nous avons un exécutif, donc je le disais, bicéphale. Nous allons avoir aussi un parlement bicaméral. Et enfin, nous allons avoir un pouvoir judiciaire beaucoup plus indépendant. Il s'agit là des textes de la République. Oui. Et la plupart des citoyens tchadiens estiment que les vrais problèmes du Tchad tournent autour de l'application des textes et non les textes eux-mêmes. Vrai ou faux? Moi, je pense que, au-delà de l'application des textes, c'est déjà la connaissance de l'existence de ces textes. Beaucoup parlent des choses qu'ils ignorent, et beaucoup n'ont pas forcément accès aux documents, malheureusement, mais ne font pas l'effort de chercher à comprendre et à avoir une idée exacte du contenu. Donc, d'abord la question de la disposition totale, ou en tout cas la disposition effective des textes au profit des citoyens. Mais les citoyens eux-mêmes, l'effort, effectivement, de leur part, d'essayer de connaître le contenu. Concernant l'application des textes, je pense que désormais, avec les réformes qui sont en cours, nous allons, je l'espère, faire des textes beaucoup plus réalistes. Des textes beaucoup plus réalistes qui prennent en compte les difficultés, les contraintes de leur mise en œuvre. Parce qu'il ne suffit pas de faire des textes pour les faire, il faut qu'ils soient capables d'être opérationnels. Donc, cette réflexion a déjà démarré, qui consiste à vraiment réfléchir sérieusement sur la faisabilité et la pertinence des textes à prendre. Maintenant, les personnes qui doivent les appliquer, personne n'interdit à quiconque d'appliquer les textes. En tout cas, au niveau de l'ENA, pour reprendre la casquette de l'ENA, à chaque fois que nous étions confrontés à une application des textes, nous n'avons pas hésité. Et personne ne nous a fait le reproche, effectivement, de mettre en œuvre le texte qui régisse notamment la question des concours, la scolarité, l'admission à l'ENA, etc., etc. Quelquefois, certains responsables dans l'administration, eux-mêmes, s'autocensurent à ne pas vouloir appliquer les textes. Ensuite, l'application des textes doit être contrôlée. Elle doit être contrôlée par la justice, par les institutions de contrôle, mais également par les citoyens eux-mêmes. Un citoyen qui estime qu'il est lésé dans ses droits, nous sommes dans un régime démocratique, ils peuvent porter plainte. La justice peut se mettre en œuvre. Il peut aussi exercer tous les voies de recours au niveau de l'administration pour faire valoir ses droits. La bonne application des textes, en fait, c'est aussi l'affaire de tous. C'est ceux qui ont la charge de les édicter, qui doivent faire des textes beaucoup plus clairs, beaucoup plus réalistes. Ceux qui ont la charge de les mettre en œuvre, de faire leur travail en toute indépendance, sans risquer quoi que ce soit. Et ensuite, ceux qui les subissent, entre guillemets, c'est les citoyens, ils ont le droit de contester et d'exercer tous les voies de recours. Tout cela, c'est une responsabilité collective qui doit germer. Une nouvelle culture démocratique, une nouvelle culture administrative qui ferait que chacun jouerait son rôle et sa partition. Et donc, si chacun joue sa partition, nous aurons moins de difficultés à mettre en œuvre nos textes. Des textes plus clairs à faire, des textes plus faciles à mettre en œuvre, que doivent être davantage contrôlés par les citoyens, mais surtout compris par les citoyens avant de les dénoncer. Oui, parlant justement des droits et libertés, le gouvernement a pris des ordonnances pour légiférer dans le domaine des libertés publiques, notamment des réunions et manifestations. Beaucoup estiment que cet acte est liberticide. En tant que juriste, pouvez-vous éclairer un peu la lanterne de nos auditeurs et téléspectateurs? Oui, ça c'est typiquement le cas de textes qui sont pris et qui ne sont pas toujours compris ou bien compris par les citoyens. Moi j'ai eu la chance de travailler dans cette équipe qui a préparé, à l'époque il y a plus de 2 ans déjà ou 3 ans, les textes sur les libertés publiques. Une information, d'abord, ces textes ne sont pas sortis là il y a quelques jours comme ça. Il y a plus de 2 ou 3 ans, il y a eu un projet qu'on appelle le PASOK, le projet d'appui à la société civile au Tchad, un projet financé par l'Union européenne. Ce projet était logé au sein du ministère en charge de l'administration du territoire. Et donc, entre autres, dans les axes de ce projet, il était prévu une révision des textes relatifs aux libertés publiques. Ils ont demandé à un certain nombre de juristes de collaborer avec eux. Moi, j'en faisais partie. Et donc, il y a plus de 2 ou 3 ans, ce travail a déjà commencé. Pourquoi réviser les textes en matière de liberté publique? D'abord parce que la plupart datent des années 60, avec un état d'esprit des années 60,
une époque complètement dépassée. Nous sommes en 2023. Et donc, il fallait mettre à jour ces textes-là par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Deuxièmement, ces textes, à l'époque, étaient plus protecteurs de l'ordre public, moins protecteurs des droits des citoyens. Il fallait les faire évoluer pour qu'ils soient beaucoup plus protecteurs des droits des citoyens et plus progressistes en matière de protection ou d'encadrement de la société civile. À partir de ce constat qui est fait, plusieurs ateliers ont été organisés à Bakara et ailleurs pour justement associer les organisations de la société civile à la réflexion, à la préparation de ces textes. Nous avons eu des ateliers qui ont permis aux membres de la société civile d'y prendre part et de faire valoir leurs arguments. Ces textes étaient des avant-projets à l'époque. Ils ont été déposés au niveau du gouvernement depuis plus de 2 ans. Ensuite, il a fallu attendre aussi récemment le DENIS, qui lui aussi est revenu sur la question des libertés publiques. Donc c'est un texte, ce sont des textes qui sont aussi recommandés en termes de révision par le DENIS. Après, c'est le contexte dans lequel et la forme peut-être avec laquelle ces textes sont sortis. Mais dans le fond, ces textes ne sont pas liberticides. Et à chaque fois que j'ai eu à discuter avec des personnes sur ce sujet, leur première réaction était celle de dire non, il s'agit de textes liberticides. Et ma réaction a été toujours la même. Quelles sont les dispositions liberticides contenues dans ce texte-là? Souvent, je n'avais aucune réponse. En fait, il s'agit de personnes qui n'ont pas lu, qui n'ont jamais pris le temps de lire. La seule chose qui a évolué à partir des avant-projets que nous avons rédigés il y a plus de 2 ans, c'était le délai de 21 jours au-delà duquel il faut demander l'autorisation au Parlement, qui était un délai qui maintenant s'arrime sur le projet de constitution. Mais les avant-projets qui étaient préparés et validés par la société civile lors des différents ateliers que nous avons connus, notamment à Bakara, ce sont ces avant-projets qui ont évolué pour devenir des projets et qui sont maintenant présentés sous forme d'ordonnance. Donc pour répondre à votre question, ces textes ne sont pas liberticides. Ces textes ont déjà été discutés, élaborés sous forme d'avant-projet il y a plus de 2 ans, dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne, et les différentes concertations qui ont eu lieu dans la rédaction ont associé la plupart des organisations de la société civile intéressées par la question des libertés publiques. Et enfin, c'est aussi une recommandation du DENIS, qui est celle de réviser les textes en matière de liberté publique, notamment celles relatives aux réunions, aux attroupements et à l'état d'urgence. Après cette parenthèse concernant l'ordonnance sur les libertés fondamentales, revenons donc à notre sujet du jour qui porte sur le projet de constitution, la nouvelle constitution. Alors, monsieur le rapporteur, que dit le nouveau texte? Le pouvoir judiciaire, je le disais, il va respirer mieux. D'abord par le fait que le Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe important au sein du pouvoir judiciaire, cette fois-ci, il sera présidé par un haut magistrat, c'est-à-dire le président de la Cour suprême. Ensuite, ce Conseil supérieur de la magistrature aura, dans le cadre de ce nouveau projet de constitution, la possibilité de proposer directement les nominations des magistrats aux différentes fonctions qui sont dans le pouvoir judiciaire. Également, le pouvoir judiciaire verra un éclatement de la Cour suprême. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons une Cour suprême qui regorge en son sein à la fois la chambre administrative, la chambre judiciaire, la chambre des comptes, etc., etc. Cet éclatement permettra à la Cour suprême de respirer. Nous allons avoir, comme en 1996, une Cour suprême qui va comporter 2 chambres, la chambre judiciaire et la chambre administrative. Elle va chapeauter certainement l'ordre judiciaire au Tchad, mais nous allons aussi, conformément aux directives de la CEMAG, retrouver la Cour des comptes. La Cour des comptes qui est la haute juridiction en matière de contrôle des finances publiques. Également, nous allons avoir le Conseil constitutionnel qui va beaucoup évoluer, parce que le Conseil constitutionnel va contrôler non pas de manière systématique les lois organiques, mais même un certain nombre de lois ordinaires, notamment celles relatives aux libertés publiques, les règlements intérieurs des différentes assemblées et autres grandes institutions consacrées par la Constitution. Le Conseil constitutionnel également aura à jouer le rôle de régulateur du fonctionnement des institutions et des conflits qui pourraient exister, des conflits de compétences entre l'État et les collectivités. Aussi, le pouvoir judiciaire serait enrichi par une justice militaire qui, celle-là, va vraiment être un véritable ordre pour les infractions militaires commises par les militaires ou par leurs complices.
Donc le pouvoir judiciaire connaît une certaine indépendance, une certaine évolution, une certaine émancipation qui lui permettrait d'être plus à même d'exercer toute son autorité et de rendre la justice comme il se doit. Oui, l'organisation de l'armée pose problème. Que dit cette constitution par rapport à cette disposition? Concernant la réforme de l'armée, un dispositif en termes de texte a été élaboré ces derniers temps. Beaucoup de textes existent en matière de réforme de l'armée. La Constitution, elle, reprend un certain nombre de missions phares, parce que je disais, la Constitution ne peut pas répondre à tous les détails. D'autres textes viendront la compléter. Donc, le projet de Constitution, en fait, oblige les forces de défense et de sécurité également de prendre en compte la question de la promotion des droits de l'homme. La promotion des droits de l'homme est une obligation faite maintenant aux forces de défense et de sécurité dans les formations qu'elles auront à recevoir, d'être quand même au fait de ces questions-là. Également, il est demandé aux forces de défense et de sécurité de contribuer réellement au développement du pays. Et nous avons, en fait, dans le nouveau projet de constitution, une telle organisation qui prend en compte les idées de réforme de l'armée, qui fait que nous allons avoir des forces de défense et de sécurité qui vont de plus en plus au service des citoyens et au service de la nation. Une dernière question, peut-être avant qu'on ne mette un terme à cet entretien. En résumé, monsieur le rapporteur, pensez-vous que le projet de constitution qui est présenté est solide? Quel est concrètement son intérêt pour le Tchadien lambda et quelle garantie offre cette constitution aux Tchadiens? Oui, que retenir? Que retenir finalement pour les citoyens et en termes d'innovation? Alors, ce projet de constitution, je le disais, porte vraiment les germes d'une démocratie plus ouverte. Une démocratie plus ouverte renforce davantage nos institutions et les solidifie. C'est un projet de constitution qui est plus protecteur également des droits et libertés des citoyens. Pour les citoyens lambda, ce qui l'intéresse, c'est effectivement un État fort, des institutions solides, une démocratie plus ouverte et également une meilleure participation à la vie de la cité. Ce projet de constitution présente ces garanties-là. Tous les nouveaux droits qui sont ajoutés contribuent à l'émancipation du citoyen, à l'exercice d'un certain nombre de libertés publiques et proposent un nouveau contrat social au sein duquel les droits et obligations des uns et des autres sont revus et sont améliorés. Pour les citoyens lambda, s'intéresser à ce projet de constitution, c'est s'intéresser à l'avenir du Tchad, c'est s'intéresser à un Tchad nouveau. Et je les invite tous à faire ce travail de recherche, ce travail qui consistera à connaître davantage ce projet de constitution, à s'intéresser à leurs nouveaux droits qui sont proposés et à participer au prochain référendum pour pouvoir voter en toute indépendance par rapport à une issue qui sera déterminante pour l'avenir du Tchad. Comme annoncé, c'est ici que prend fin notre entretien de ce dimanche. Monsieur le rapporteur, merci donc d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu de questions-réponses qui a permis justement d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et auditeurs sur la question du projet de constitution qui sera soumis au référendum du 17 décembre prochain. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Chers téléspectateurs et auditeurs, je rappelle que Senoussi Hassana Abdoulaye, rapporteur adjoint du comité ad hoc chargé de l'élaboration de l'avant-projet de constitution, était notre invité. Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Cherif, serons très heureux de vous recevoir encore dimanche prochain pour un nouveau numéro d'invité de la semaine. Et ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.